toutes, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cet écrin de verdure pour notre cérémonie officielle de rentrée académique. Une cérémonie à laquelle nous avons donné une couleur particulière, puisque vous le savez, nous l'avons intitulée « Honneur aux héros », à ceux qui, à l'image des émissaires du Moyen-Âge, transmettent les messages importants au plus haut rang et y font entendre la voix de celles et ceux qui en sont privés. Ce soir, l'Université de Namur a choisi de remettre les insignes de docteur honoris causa à 4 de ses héros, l'autrice et dessinatrice Zeina Abirached, l'acteur, réalisateur et scénariste Bouli Lanners, le prêtre lazariste Père Pedro Opeka et le journaliste burundais Bob Rugurika. Nous y reviendrons évidemment dans la suite de cette soirée. Dans l'immédiat, pour vous accueillir, j'appelle Monsieur Cédric Vizard de Bocarmé. Cédric Vizard de Bocarmé est le président du conseil d'administration de l'UNAMUR. Monsieur le vice-premier ministre, monsieur le gouverneur de la province de Namur, monseigneur, monsieur le président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, monsieur le président du collège provincial, mesdames les rectrices, monsieur le prorecteur, madame et monsieur les coprésidents du Parti écolo, mesdames, messieurs en vos titres et qualités, chères étudiantes, chers étudiants, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue à cette rentrée académique et je vous remercie vivement de votre présence nombreuse. Elle témoigne de votre attachement à notre institution. Je salue aussi nos nouveaux étudiants et je formule les vœux d'abord et surtout que chacun s'épanouisse au sein de l'institution et bien sûr aussi qu'il réussisse dans son cursus universitaire. Honneur aux héros. Quel beau thème pour une rentrée académique. S'il nous plonge dans les temps lointains du Moyen-Âge, sa définition littéraire, selon le dictionnaire Larousse, reste très actuelle. Une personne qui annonce quelque événement remarquable. Un messager, un prophète sont des synonymes. Je tiens à saluer d'emblée très chaleureusement les 4 héros que notre université a décidé de mettre à l'honneur aujourd'hui. Avant de les évoquer brièvement, je tiens à vous dire quelques mots à l'occasion de cette nouvelle année universitaire qui a débuté. Les élections du mois de juin ont permis très rapidement de constituer des gouvernements pour la communauté Wallonie-Bruxelles et la région wallonne. On ne peut que s'en réjouir quand on connaît la situation des finances publiques et l'urgence de débuter les réformes indispensables. Pour les universités et l'enseignement supérieur, les mois qui viennent seront déterminants tant les enjeux sont importants. La révision de la loi de financement des universités, dont on annonce la modernisation, est un enjeu majeur pour leur permettre de se développer et de remplir toutes leurs tâches dans des conditions acceptables. Faut-il rappeler la nécessaire révision du décret paysage mis en débat à la fin de la législature précédente? La réforme du calendrier académique, déjà largement débattue, mais sans avoir pu aboutir, constitue un autre enjeu qui touche directement le quotidien des universités. La lutte contre l'échec constitue un combat de chaque jour et une préoccupation majeure au sein de notre université. De nouvelles initiatives devront être prises pour enrayer les échecs tant préjudiciables pour nos étudiants. Le gouvernement a annoncé la mise en place de tests d'orientation et cela constitue une piste intéressante qu'il faudra explorer. Qu'il me soit permis d'insister sur l'indispensable dialogue des universités et de l'enseignement supérieur avec les décideurs politiques afin d'éviter les prises de décision qui ne tiendraient pas suffisamment compte des réalités. L'organe d'administration de l'Université de Namur a tenu le 30 mai de cette année un séminaire stratégique afin de réfléchir aux perspectives d'avenir de notre université. Le centre de nos réflexions a été l'aspect budgétaire avec comme objectif de dégager des pistes de réflexion et d'action concrètes pour répondre le mieux possible aux enjeux des prochaines années. Le constat a été fait que le résultat financier de l'année 2023 a été positif et a permis de maintenir un équilibre global. Il en ira de même pour l'année 2024, au vu du budget ajusté qui a été approuvé lors de la réunion de l'organe d'administration du 7 septembre. Celui-ci montre en effet une amélioration substantielle par rapport au budget initial, ce qui démontre la prudence observée par nos gestionnaires. Cela dit, si l'on projette l'évolution de nos finances sur une dizaine d'années, et c'est une priorité pour nous,
il a été noté que le cash flow généré par l'activité de notre université diminue et risque d'être insuffisant pour financer nos projets durant les prochaines années. Cela nous empêcherait de développer des initiatives nouvelles et de faire évoluer l'institution. Et cette situation nécessite de prendre de nouvelles initiatives pour augmenter l'attractivité de l'université de Namur. Il est indispensable de développer celle-ci, d'accroître notre visibilité internationale, de construire un campus plus durable. Une attention particulière doit être portée au bien-être au travail et au développement d'une informatique centrée sur l'utilisateur et à l'enseignement de l'intelligence artificielle pour laquelle un cours sera dorénavant proposé à tous les étudiants de 3e master. Il faudra rester ambitieux et continuer à investir tout en évitant d'accroître l'endettement. Je puis vous assurer que, dans chaque décision qu'il prend, notre organe d'administration veille à un strict respect de l'équilibre budgétaire et à un traitement équitable de chaque entité de l'université, tout en veillant à approuver et à soutenir de nouvelles initiatives. Faut-il rappeler la création récente de la nouvelle faculté des sciences de l'éducation et de la formation, une première en Belgique, imitée depuis par d'autres. Je veux citer aussi le projet de transformation de la bibliothèque universitaire pour en augmenter la capacité, en faire un lieu de convivialité et en améliorer la performance énergétique. Enfin, la création de 2 nouveaux masters, l'un en médecine générale avec l'UC Louvain, l'autre en management et économie du développement durable, constituent des exemples parmi beaucoup d'autres. L'action de l'université de Namur est aussi orientée vers l'avenir, en particulier pour faire face aux enjeux climatiques et écologiques dont on mesure chaque jour un peu plus l'urgence. Nos étudiants manifestent clairement leurs préoccupations inquiètes sur ces questions et demandent à s'engager dans le combat pour une société plus durable, en commençant par l'opportunité de suivre des formations ciblées. L'université se doit d'y répondre. Je tiens à cette occasion à remercier aussi vivement le corps académique, le personnel scientifique, notre personnel administratif et technique, dont je peux apprécier chaque jour l'attachement aux valeurs de notre université et le dévouement à l'institution. Honneur maintenant aux héros de ce soir. Les insignes de docteur honoris causa qui seront remis dans quelques instants constituent une grande reconnaissance de notre université envers des personnalités exceptionnelles. Elles ont en commun un grand souci de s'exprimer et d'agir pour une plus grande justice sociale. La justice sociale, c'est le respect de l'équité, de l'égalité des droits et des opportunités pour tous les individus, quel que soit leur statut socio-économique, leur origine ethnique, leur genre. Je laisserai à d'autres le soin de détailler l'action de chacun de nos héros et me contenterai de quelques considérations générales. Tous les 4, à travers leur art, leurs actions ou leurs combats, ont exprimé une exceptionnelle sensibilité au sort de leurs concitoyens en exprimant des préoccupations dans les domaines divers tels que l'environnement, l'aide aux plus démunis, le développement des droits humains, la lutte pour la liberté. Le Liban, la Belgique, Madagascar et le Burundi ont été le cadre de leur action. Il n'y a aucun lieu en ce monde où la justice sociale ne mérite pas des combats. L'actualité quotidienne nous abreuve de situations révoltantes causées par des guerres, des dirigeants autoritaires, l'application de politiques discriminatoires ou antidémocratiques. Notre pays n'est nullement à l'abri de telles dérives. Mais nous ne voyons souvent plus autour de nous des situations pourtant choquantes. Il faut déplorer une banalisation de celles-ci, une indifférence générale. Le mérite de nos héros est de les voir, de les révéler et de les dénoncer aux yeux du monde et d'entreprendre des actions concrètes pour les combattre. Les héros de la justice sociale que nous honorons aujourd'hui ont tous en commun une détermination inébranlable à lutter pour l'égalité, l'équité et la justice. Qu'ils en soient félicités et remerciés chaleureusement à travers les insignes que nous allons leur remettre aujourd'hui. Je vous remercie. Merci à vous. J'invite à présent le père Thierry Doppelstein à bien vouloir me rejoindre. Il est le supérieur provincial des Jésuites d'Europe occidentale francophone. Mon père, c'est à vous. Merci. Mesdames, Messieurs, vous le savez peut-être, les Jésuites, ou la Compagnie de Jésus, c'est ce nom,
ont reçu il y a 5 ans déjà 4 préférences apostoliques universelles. Si on les dit universelles, c'est parce qu'elles doivent inspirer les 14 000 jésuites aux 4 coins du monde, mais aussi les dizaines de milliers de partenaires qui se reconnaissent dans la mission de la Compagnie de Jésus. Je n'ai pas le temps de les reprendre toutes les 4, car je n'ai que 5 minutes. Je cite simplement la deuxième de ces préférences apostoliques universelles. Elle est intitulée « Marcher avec les pauvres et les exclus de notre monde », ainsi qu'avec les personnes blessées dans leur dignité, en promouvant une mission de réconciliation et de justice. Une telle option, marcher avec les exclus, me semble éclairer d'une manière particulière les missions de l'université. Qu'elles soient publiques ou non, les universités sont des lieux essentiels où le souci de justice et l'engagement contre l'exclusion ont un effet démultiplicateur. Qu'est-ce que nous espérons pour les milliers d'étudiants qui passent par l'université de Namur? Pas seulement qu'ils obtiennent un diplôme, car que feront-ils avec ce diplôme? Nous souhaitons qu'ils deviennent toujours plus des hommes et des femmes avec et pour les autres. C'est le père Pedro Arrupe qui parle ainsi. Des hommes et des femmes avec et pour les autres. Des hommes et des femmes qui ne se contentent pas de hausser les épaules devant les injustices, qui ne se contentent pas non plus de crier leur indignation. Nous souhaitons des hommes et des femmes qui s'engagent, qui œuvrent pour diminuer les inégalités. Dans l'expression de Pedro Arrupe, il n'y a d'ailleurs pas que le pour, pas seulement pour les autres. Ça pourrait avoir une tonalité paternaliste. Il y a aussi le avec les autres, ou dans la préférence apostolique universelle 2, marcher avec les pauvres et les exclus. Il y a 10 jours, il y avait dans notre pays la visite, c'était avant celle du pape, la visite du supérieur général des jésuites. Il est passé par Bruxelles et il a rencontré les responsables du JRS Belgium, du service jésuite des réfugiés en Belgique. Les membres de cette association, les membres du JRS Belgium, que ce soit des employés ou des bénévoles, s'engagent à aller régulièrement dans les centres fermés. Être avec ces sans-papiers, oser la rencontre et le contact avec eux, avec ceux que l'on pourrait si facilement oublier derrière des murs. Le JRS Belgium vit aussi une collaboration avec des aumôniers de prison et avec la KU Leuven dans le cadre du service learning. Le projet, c'est de permettre à des étudiants de vivre l'expérience de séjourner eux-mêmes pendant 2 jours dans une prison et d'y vivre un temps de formation avec des détenus, avec des personnes privées de liberté. Vous pouvez deviner que ces 48 heures transforment les étudiants, transforment leur regard. 48 heures où des futurs juristes, des futurs criminologues, des futurs théologiens vivent autrement, plus intensément, leur engagement de citoyen. Ce qui est possible au nord de la frontière linguistique existe aussi au sud, ici même, dans notre université d'inspiration jésuite. Je peux évoquer, entre autres, les expériences en droit international humanitaire, en économie, via le cours d'enseignement citoyen, en sciences, avec le cours S'engager pour la planète, et vous pouvez compléter la liste. L'UNAMUR doit continuer à miser sur la liberté et l'audace pour inventer et créer de nouveaux outils pédagogiques qui font vivre l'expérience, pas seulement des cours théoriques, pas seulement des analyses et des discours, mais vivre l'expérience. Elle doit continuer, l'université, à laisser l'objectif final des hommes et des femmes pour et avec les autres inspirer l'activité quotidienne de ses enseignants et de ses chercheurs. À la lumière de cette deuxième préférence apostolique, vous devinez combien je me réjouis du choix des personnalités qui reçoivent aujourd'hui le titre de docteur honoris causa. Je vous remercie de ce choix et je vous remercie de votre attention.
Merci à vous et j'ai le plaisir à présent de donner la parole aux étudiants et aux étudiantes par le biais d'Émilien Perrault. Émilien est le tout nouveau président de l'Assemblée générale des étudiants et étudiantes. Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, c'est avec un immense honneur que je me tiens devant vous en tant que président de l'Assemblée générale des étudiantes et des étudiants de l'Université de Namur, pour célébrer ensemble cette rentrée académique et cette cérémonie des docteurs honoris causa sous le thème « Honneur aux héros ». Ce thème est non seulement un hommage aux grandes figures que nous honorons ce soir, mais aussi une invitation à réfléchir à la manière dont chacun de nous peut devenir un héros de son propre parcours. Lorsque je suis arrivé ici, en septembre 2019, jamais je n'aurais imaginé l'ampleur de l'épanouissement personnel et intellectuel que cette université allait m'apporter. Comme beaucoup d'entre vous, je suis arrivé avec de nombreux rêves. Et ceux-ci sont devenus encore plus nombreux au fil des années, des rencontres, des découvertes et des opportunités parfois inattendues. Grâce à l'UNAMUR, j'ose voir plus loin, j'ose voir plus grand. L'Université de Namur a cette capacité à nous pousser hors des sentiers battus, à nous inviter à questionner et repenser le monde, tout en nous donnant des outils pour agir. L'enseignement à l'UNAMUR ne se limite pas à la transmission de savoir. Il s'agit de former des cracks, comme nous aimons le dire au Patro, des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur des personnes d'exception, dont l'engagement et la vision reflètent parfaitement les valeurs que l'UNAMUR défend. L'ouverture, l'excellence, la soutenabilité et la liberté. Nos héros ne sont pas seulement des modèles, ils sont des symboles vivants de ce que signifie être un héros dans nos sociétés modernes, face aux défis contemporains. C'est ainsi que j'ai appris l'importance de la diversité des opinions, du débat démocratique et de la recherche de solutions innovantes face aux problèmes qui nous entourent. En parlant de débat démocratique, j'aimerais profiter de cette occasion pour vous annoncer une démarche importante que nous avons entreprise cette année en tant qu'étudiants. En collaboration avec nos camarades de l'Université de Liège, nous travaillons à la création d'un Parlement étudiant. Cette initiative vise à renforcer la représentation des étudiants francophones dans les débats politiques communautaires. Actuellement, les mécanismes existants ne permettent pas à tous les étudiants de faire entendre leur voix. Nous voulons changer cela en proposant un cadre plus démocratique et équitable, où chaque conseil étudiant pourra s'exprimer et être entendu. Ce Parlement étudiant sera une voix forte pour les prochaines générations, pour que chaque étudiant ait sa place dans les discussions sur l'avenir de l'éducation. Notre demande est simple, que Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Elisabeth de Grise, nous écoute et ouvre ce dialogue crucial avec nous. Notre communiqué de presse sortira demain matin et j'espère pouvoir compter sur vous, nos autorités académiques, pour que notre projet soit entendu. Pour les étudiantes et les étudiants dans la salle, en cette rentrée, je vous encourage à ne pas seulement suivre le chemin tracé devant vous. Explorez, questionnez et engagez-vous. Tout comme nos héros, soyons les acteurs de notre propre destin. Nous avons la capacité de changer les choses. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente rentrée académique. Merci Émilien et bravo. Alors dans quelques minutes, on va effectivement honorer les héros que l'UNAMUR a choisi de mettre en lumière cette année. Mais avant ça, on va avoir le grand plaisir d'accueillir 4 étudiants et étudiantes de l'IMEP, qui est l'Institut Royal Supérieur de Musique et de Pédagogie, qui est situé aussi ici à Namur. Ils forment le quatuor Melpomène, et dans la mythologie grecque, Melpomène, c'est une muse, la muse du chant, de l'harmonie musicale et de la tragédie. Leur quatuor est le fruit d'une rencontre entre un Marseillais, Raphaël Grandpierre, une Strasbourgeoise, Lisa Specht, une Chinoise, Hang Su, et une Grecque, Artemis Koukouzika.
Alors ils vont interpréter pour nous des extraits du quatuor en sol mineur de Grieg. Et quand Franz Liszt a écouté ce quatuor pour la première fois, il a dit ceci: « Voilà bien longtemps que je n'ai rencontré de nouvelles compositions, surtout un quatuor à cordes, m'ayant intrigué autant que cette remarquable et admirable œuvre de Grieg. » Alors on va être beaucoup intrigués ce soir puisqu'ils vont interpréter différents mouvements tout au long de la cérémonie. Et on va commencer dans un petit instant par le deuxième. Je vous demande d'applaudir les musiciens. On arrive maintenant au cœur de notre cérémonie, honneur aux héros. Et la première personne à qui l'Université de Namur a décidé de remettre les insignes de docteur honoris causa, c'est l'autrice et dessinatrice Zena Abirached. Alors,
Pour vous parler d'elle et évoquer son parcours, j'appelle sa marraine et son parrain, Sephora Boussena et Benoît Van der Rose. Sephora Boussena est doyenne de la faculté des sciences de l'éducation et de la formation et Benoît Van der Rose est chargé de cours en faculté d'informatique. Zena Abirached fait des dessins. Bon, elle ne fait pas que des dessins. Elle pose des aplats monochromes qui racontent son pays et qui la racontent elle. Mais elle fait plus que ça encore. Elle peint des émotions, elle esquisse des sons, elle transcende des souvenirs et elle nous invite alors à la rencontre. Mais ce n'est pas encore tout. Zena Abirached ancre, avec un E, des personnes, des lieux, des récits, et elle nous les rend proches et nets alors qu'ils étaient vagues, lointains. Elle fait tout ça. Elle le fait avec poésie, elle le fait d'une manière touchante et drôle, avec, il faut le dire, une bonne dose de fantaisie. Mais doit-on attendre autre chose de la part d'une autrice qui, de son propre aveu, héberge un mouton sur sa tête ? Héberger un mouton sur ma tête n'est pas toujours facile. J'ai tout fait pour me débarrasser de lui. Tout. La jupe. Le turban. Le chapeau. La chapka. Le bonnet. Le chapeau de cow-boy. Le chapeau melon. Le chapeau haute forme. J'ai tout fait pour me débarrasser de lui. Mais le vrai problème avec le mouton, c'est que sans lui, plus personne ne me reconnaît. Au détour d'une page, je lis « J'ai détesté l'école dès le premier jour ». Ce fut, hélas, mon premier sentiment, moi aussi, Sephora, quand je découvris ce qu'était vraiment l'école. En tant que formatrice d'enseignants, mon cœur fait un bond, pas de surprise, pas de colère, de tristesse. Comment une institution, chargée de déployer le potentiel humain, d'assurer la pérennisation de l'espèce, comme l'écrit Carl Rogers, peut-elle parfois broyer si précocement des générations d'enfants qui ne demandent qu'à apprendre, à créer, à découvrir. Je tiens à relever que cette école n'a pas eu raison de vous. Vous déployez une telle grâce dans votre production, vous emportez vos lecteurs dans une farandole qui marie le trait et le verbe. Vous conviez à notre table l'histoire, celle du Liban, mais aussi celle de notre humanité, avec un zeste d'humour et un torrent de poésie. Car les sujets que vous traitez, derrière la douceur de votre graphisme et les détails des planches dessinées, sont profonds, houleux, et révèlent toute la fragilité humaine, ainsi que sa complexité. Mon cœur se joint au vôtre pour pleurer la tragédie qui se déroule au Moyen-Orient aujourd'hui, mais aussi en Afrique, en Asie. Et si l'Europe semble encore épargnée, la vague noire et brune est à nos portes, avec le risque de perdre notre droit au chant, à la musique, à la poésie, à la danse, à la joie, à la création. Je terminerai par citer cette autre phrase lue dans le piano oriental qui m'a tellement touchée. Je me suis rendu compte que le français et l'arabe
sont intimement liés en moi, inextricables. Le français et l'arabe sont ma langue. Je tricote depuis l'enfance une langue faite de 2 fils fragiles et précieux. Alors, Zeina Abirached, vous rejoignez dans mon cœur et dans ma tête la musique de Marcel Khalifa, la poésie de Mahmoud Darwish et l'écriture d'Amin Malouf. Pour tout ceci, je vous dis merci. Merci à vous deux. À présent, pour la lecture des attendus et la remise des insignes, j'appelle Madame Annick Cassio. Et Annick, vous êtes bien sûr la rectrice de l'Université de Namur. Et je reviens vers vous dans un petit instant. Ce sera plus facile de les lire quand vous les aurez. Voici. Alors c'est écrit en tout petit. Attendu que Madame Zeina Abirached, chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, n'a cessé de contribuer au rayonnement de la créativité et de la culture à travers le monde. Attendu qu'elle a activement participé au devoir de mémoire à travers ses œuvres croisant autobiographie et fiction, faisant du cas du Liban une passerelle vers l'universel. Attendu qu'elle a œuvré au rapprochement des peuples et des cultures à travers les ponts d'encre et de papier qu'elle a construits. Attendu qu'elle n'a cessé de repousser les limites expressives de son médium pour toujours plus de musicalité visuelle, d'émotions ancrées et de bidimensionnalité vivante, nous, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nommons et proclamons Madame Zeina Abirached, docteur honoris causa de l'Université de Namur. Quelle émotion. Je ne suis pas venue toute seule. Quelle surprise. Je suis née dans un pays tout petit. Un pays si petit que si on veut le montrer sur une carte, il disparaît sous notre doigt. J'ai grandi dans une moitié de ville, une ville amputée, livrée à la violence et à la barbarie de la guerre. Ce pays, c'est le Liban. Et cette moitié de ville, c'était Beyrouth, qui était alors coupée en deux par une ligne de démarcation envahie par la végétation et les mines. Je me souviens de la fois où, n'ayant pas pu revenir à la maison à cause des bombardements, nous avons dû passer la nuit à l'école. C'est peut-être pour ça que je n'aimais pas beaucoup l'école. Je me souviens de Goldorak et des coupures d'électricité. Je me souviens aussi des ongles de Florence Griffiths Joyner. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent aussi. Et de ces ongles peints, ils étaient peints. Je me souviens que pendant la guerre, mon père avait pris l'habitude d'écouter de la musique très très fort. Je me souviens que j'ai mis du temps à comprendre que s'il écoutait sa musique si fort, c'était peut-être pour tenter de couvrir le chaos de l'extérieur. Car être enfant à Beyrouth dans les années 80, c'est ramasser des éclats d'obus pendant les cessez-le-feu et ensuite les échanger avec les voisins, comme un jeu. C'est se taire quand un flash d'infos retentit à la radio. C'est avoir le réflexe en voiture de rentrer la tête dans les épaules et de se tasser dans son siège pour éviter le franc-tireur. C'est savoir au son qu'il émet si un obus est un départ ou une arrivée. Et c'est aussi, et surtout, écouter avec fascination les adultes, regroupés autour d'un jeu de cartes dans un abri, nous raconter entre deux volutes de cigarettes importées les histoires du Beyrouth d'avant.
Je me souviens d'une de mes premières balades au centre-ville après la guerre. J'avais 10 ans. Mon père nous y avait emmenés pour nous montrer tous les lieux qu'il avait connus dans sa jeunesse. La pâtisserie suisse qui faisait les meilleurs choux à la crème du monde, le cinéma opéra où il allait en tram les samedis après-midi avec ses copains de classe, le magasin d'instruments de musique de mon grand-père Joseph qui avait la particularité d'être construit autour d'un ficus géant, celui de son oncle Émile qui vendait des nouveautés, le seau Ayas, le seau Elfrange, le seau Aranis, Aranis, Boya, 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 Bukra Sahab, Asekinya Batir. Je me souviens que pour accompagner les images sorties de sa mémoire, mon père désignait invariablement du doigt des tas de gravats. J'ai grandi avec la nécessité de remplacer ces tas de gravats par quelque chose de beau, quelque chose de supportable, au moins, quelque chose qui fasse récit. Au lycée, le programme de nos livres d'histoire s'arrêtait, et c'est encore le cas aujourd'hui, le 13 avril 1975, qui est le premier jour de la guerre. Après, plus rien. Rien d'autre que le blanc de la dernière page. J'ai compris que j'avais hérité d'un pays en ruine et que les récits de son passé insouciant ne suffiraient pas à le reconstruire. Il fallait se mettre au travail, tenter de remplir cette page blanche. La nécessité devenue urgence, j'ai commencé à écrire pour mieux comprendre. J'ai commencé à dessiner pour mieux voir. Il fallait contrer l'oubli, arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse, comme le disait si bien Georges Perec. De la Belgique, j'ai d'abord connu Jacques Brel, que ma mère nous faisait écouter en boucle en voiture dans les interminables embouteillages beyrouthins. Une valse à 1000 temps. C'était l'époque des cassettes. Je me souviens du bruit qu'elles faisaient quand on les secouait. Et des compilations, vous vous souvenez, face A, face B. Et puis, bien sûr, il y a eu la bande dessinée. Hergé, Franquin, Peyo, les vieux journaux de Tintin, de mon père, et tous les illustrés, comme ils les appelaient à l'époque, que nos parents nous proposaient comme autant de fenêtres ouvertes vers un monde plus respirable. La bande dessinée. Cet art singulier, né de l'alchimie entre le texte et l'image, j'y ai enfant trouvé un sanctuaire, à l'écart des bombes et de la violence, puis adulte, un outil merveilleux, devenu très vite indispensable à ma vie, une nouvelle langue, une troisième langue. J'ai quitté Beyrouth, comme beaucoup de Libanais, en août 2004. Je suis partie un matin sur la pointe des pieds, laissant la ville se réveiller sans moi. Dans la voiture qui me menait à l'aéroport, il y avait mon père, ma mère et ma valise. Je me souviens que j'avais droit à un bagage de 23 kilos. Et 23, c'était aussi mon âge. J'y ai vu comme un bon présage. J'allais en France chercher un éditeur. La suite, vous la connaissez peut-être à travers mes romans graphiques, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que quand je travaillais à l'écriture du piano oriental, c'est un musicologue belge qui m'a expliqué le mystère des quarts de ton de la musique arabe. C'est aussi un Belge qui, une fois le livre paru, a voulu reconstituer ce piano bilingue que mon arrière-grand-père a conçu à Beyrouth à la fin des années 50. Enfin, c'est un éditeur belge qui l'a publié. Et me voilà aujourd'hui parmi vous. Quel plaisir, quel honneur. Je vous remercie du fond du cœur de me recevoir. C'est une grande joie d'être accueillie dans votre université. Je sais et chéris l'importance de l'éducation, du savoir et de sa transmission. Merci à Madame la rectrice de l'Université de Namur, Madame Annick Castio, Monsieur Cédric Vizard de Beaucarnet, président du conseil d'administration. Merci infiniment Séphora, merci infiniment Benoît, ma marraine et mon parrain. Quelle joie cette journée. Merci beaucoup à toute la communauté universitaire de Namur. Me voilà parmi vous aujourd'hui et je ne peux évidemment pas m'empêcher de penser au Liban qui vit encore, j'en suis toute émue, des heures noires. Je pense enfin à mes parents, mes deux phares, mes deux lucioles, beyrouthines, mes parents qui vivent au Liban, à qui je dois tant.
Je pense aussi aux enfants du Liban. Parmi ceux qui survivront à ce carnage, certains prendront peut-être un jour un crayon, une plume, un pinceau et raconteront à leur tour. Merci. Merci à vous, Zeyna Abirached. Notre deuxième héros, c'est l'acteur, réalisateur et scénariste Bouli Lanners. Et pour vous en parler, j'accueille ses deux parrains, Jean-Benoît Gabriel et Jean-Michel Donnier. Jean-Benoît Gabriel est professeur en faculté de philosophie et lettres dans le master culture et pensée cinématographique. Et Jean-Michel Donnier est doyen de la faculté de médecine. Bonsoir à toutes et tous. Cher Bouli, je ne suis pas peu fier d'être un de tes parrains et j'ai envie d'y associer tous mes collègues du master cinéma, forcément, de l'université, un master qu'on donne en philo et lettres ici. Nous sommes très heureux de faire partie d'une université qui honore les artistes, deux artistes, en l'occurrence un cinéaste en ta personne, on l'a dit, réalisateur, et aussi acteur, et depuis peu marionnettiste, ça vous le savez peut-être pas, artiste peintre aussi. Voilà, très heureux parce que ton travail fait partie est au cœur de notre enseignement. Alors, ce que le public ne sait pas et que je vais peut-être lui apprendre, c'est que tu t'intéresses, tu es très sensible aussi à l'enseignement du cinéma, puisque tu es déjà venu à Namur pour rencontrer des enseignants du secondaire qui suivaient une formation continue sur l'analyse de films. Alors bien sûr, tes films sont souvent cités dans nos cours, depuis tes tout premiers courts-métrages bricolés avec des bobines Super 8 trouvées sur des brocantes et qui font encore bien rire nos étudiants, jusqu'à tes longs-métrages où tu mets en scène des personnages touchants, souvent marginalisés, mais aussi des paysages. Et j'ai juste envie de parler d'un aspect de ton travail de cinéaste, parce que je n'ai que 2 minutes, et si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous dire qu'il y aura une rencontre avec Bouli Lanners dans le cadre des grandes conférences namuroises le 14 octobre prochain. Mais je voudrais insister sur un aspect de ton cinéma qui est sans doute en lien avec le thème de la soirée, c'est-à-dire que tes films assument et disent qu'ils sont des films. Ce n'est pas toujours le cas. On nous propose un vrai regard dans les films de Bouli Lanners. Bouli Lanners nous propose un vrai regard par le soin, je ne sais pas si on a mis des images, oui, le soin apporté au cadrage. Là, vous ne le voyez pas, mais il y a le format cinémascope, le plus large format qui existe au cinéma, par les motifs choisis, le travail sur la lumière, par le fait aussi que souvent un personnage regarde ce paysage et nous invite à regarder aussi, et enfin surtout par la durée des plans. Ce sont des plans qui durent un peu plus longtemps que ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma et qui installent d'office le spectateur dans un moment de contemplation. On a l'impression, en voyant tes films, que tu nous murmures tout bas à l'oreille « Regardez, regardez comme c'est beau ». Donc pour ça, merci. Bouli, je vais laisser la parole à Jean-Michel, mon collègue Jean-Michel, qui va évoquer d'autres aspects de ta personnalité qui expliquent aussi ta présence ici. Bonsoir à toutes et à tous en vos grades et qualités, mon cher Bouli. Je sais qu'il a le trac, ce qui est assez extraordinaire pour lui et pour nous, puisqu'on sait ce qu'il a eu. Et je me permettrai justement de paraphraser et d'adapter légèrement ta cultissime sortie au moment de recevoir ton César du meilleur second rôle, le vendredi 24 février 2023 à l'Olympia. Putain, on vient de Liège quand même. La rectrice nous a dit cet après-midi, pour ceux qui viennent de Liège, nul n'est parfait.
Annick, tu t'arrangeras avec Bouli. En tant que liégeois, tu m'as d'ailleurs reçu vendredi passé chez toi dans ta cuisine avec une bière liégeoise parfaitement servie. Chapeau. Entouré de quelques marionnettes, source de ta passion pour un petit théâtre de marionnettes aux futures représentations dont toutes les places ont été vendues en 12 minutes. Et ce n'est pas la seule chose qui nous unit, mais certainement, en tant que parrain, doyen de cette faculté de médecine, de cette magnifique ville de Namur également, qui est bordée par la Meuse, un engagement pour la santé et la santé publique. Et c'est dans ce cadre que beaucoup ne le savent pas, mais tu es également un héros discret mais engagé. Et tout le monde te connaît en effet comme acteur engagé et passionné, et lors de notre première réunion, tu as été très clair. Il n'y a aucun intérêt d'être connu, reconnu et d'avoir une certaine notoriété si on ne met pas cette notoriété pour une cause. Alors là, mon cher Bouli, j'ai pléthore d'exemples de ta disponibilité pour des causes nobles de santé publique. Et Bouli a toujours eu un problème de poids. Pas d'anorexie, vous l'aurez compris. Et tu m'as toujours dit, effectivement, j'ai été un petit gros depuis mon plus jeune âge, et c'est ce qui m'a permis de jouer mes rôles, et donc tu en parleras toi-même, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il met aujourd'hui sa notoriété et son expérience à la défense de la cause de la lutte contre l'obésité, et l'obésité infantile en particulier, en partenariat avec tous les acteurs qui veulent s'unir dans la prévention de l'obésité, des professionnels de la santé aux politiques, en passant, comme toujours, par les personnes de terrain. Et en effet, tu es un homme de terrain, tu aimes les gens, aller à leur rencontre, servir une cause en leur nom, parfois discrètement, parfois par des coups de gueule bien nécessaires, afin d'éveiller les consciences. Alors, autre exemple, Bouli, c'est l'acteur principal, pour ceux qui la connaissent, de la série Hippocrate, mettant en avant des médecins de l'hôpital Raymond Poincaré, qui se retrouvent en quarantaine et vont devoir faire bloc pour gérer seuls le service et les malades. Et en fait, c'est bien un jeu de composition et une double performance, puisque Bouli m'a dit « je suis hypocondriaque ». Et il a dû jouer son rôle, dès lors, pour rassurer des patients entourés de centaines de figurants en période Covid, où c'était le seul à ne pas porter de masque, ce qui est quand même extraordinaire. Bouli, je pense que tu en fais encore des cauchemars. Donc là encore, en tout cas, tes combats s'étendent au-delà de cette série, où tu as pu te rendre compte des difficultés des professionnels de la santé pour soutenir un système solidaire de soins de santé à l'hôpital, mais aussi de première ligne, mis en péril plus que jamais, notamment par la pénurie des soignants et le risque d'une médecine à deux vitesses. Et d'ailleurs, je citerai également tes engagements. Je vois que la rectrice de l'Université de Liège nous fait le plaisir de sa présence. Des engagements dans la Fondation Léon Frédéric qui permet de fournir des bourses de recherche dans le domaine de la recherche médicale, mais également ton soutien aux infirmières en période de Covid et enfin ton soutien à des campagnes de dons d'organes. Bouli, de l'Université de Namur, et je vais laisser la rectrice aller plus loin, est très fière de faire de toi l'acteur génial, le réalisateur, le marionnettiste, l'homme engagé à Dr honoris causa. Merci à vous deux et je vous accueille donc, Madame la rectrice. Voilà, vous êtes déjà là. Voici. Je vais essayer de lire sans être trop près du papier, mais c'est vraiment très petit. Attendu qu'en tant que scénariste et réalisateur, M. Bouli-Lanners met en lumière dans ses films des personnages marginaux ou fragilisés. Attendu qu'en tant que comédien et marionnettiste, il incarne souvent des personnes opprimées, oubliées, invisibilisées, dont la tendresse et l'humanité suscitent l'empathie du spectateur. Attendu qu'à travers ses rôles, il fait rejaillir en chacun d'entre nous sa profonde humanité et son engagement social, notamment dans les domaines de la santé et de la sécurité sociale. Attendu qu'en tant que citoyen, il met à profit sa célébrité et sa notoriété pour éveiller les consciences sur des enjeux sociétaux et environnementaux, nous, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nommons et proclamons M. Bouli-Lanners, docteur honoris causa de l'Université de Namur. Donc vous l'aurez compris, un sujet un peu
comme je peux le milieu médical, c'est parce que je suis hypocondriaque, donc c'est très intéressé, évidemment, parce que je me dis toujours que ça me servira un jour moi aussi. Non, je suis très honoré et j'étais aussi très surpris de recevoir cette distinction venant d'une université, moi qui ai eu un parcours scolaire limité et chaotique, et même si aujourd'hui je ris volontiers de ce parcours un peu inexistant, avec bravade et anecdotes, ne pas avoir de diplôme ne m'a pas vraiment aidé. Parce que cette absence de diplôme m'a infligé une espèce de sentiment d'illégitimité qui m'a accompagné toute ma vie, qui m'accompagne toujours un peu aujourd'hui. Il m'a fallu du temps pour oser exprimer publiquement les choses qui me tiennent à cœur, des valeurs politiques, écologiques, sociétales, auxquelles pourtant j'étais viscéralement attaché. Parce que sans diplôme, je pensais qu'aux yeux de la société, je n'avais pas le droit de le faire, que j'étais illégitime. Heureusement, mon parcours professionnel, lui aussi assez peu linéaire, a fini par faire de moi une espèce de personnalité publique et ce statut m'a permis de petit à petit d'oser parler publiquement, tout simplement parce que les journalistes me posaient des questions, le public me posait des questions et que je devais y répondre. J'ai donc pris conscience que je pouvais être écouté, j'y ai pris plaisir et j'ai fini par exprimer publiquement plein de choses et j'ai découvert la force et la puissance de la parole quand elle est rendue publique et qu'elle est écoutée et j'en ai usé. Aujourd'hui, j'ai la grande chance de pouvoir parler, d'être entendu et du coup de pouvoir être par moments le porte-parole de ceux qui n'ont pas la chance d'être entendus. Je pense à toutes celles et ceux, ils sont nombreux, qui comme moi avant, n'osent pas s'exprimer publiquement parce qu'ils sont bloqués par ce sentiment d'illégitimité qu'ils portent en eux. Pourtant, il suffit de peu de choses pour décoincer ce mécanisme pervers. Un prix, une distinction, c'est beaucoup, c'est énorme. Aussi, je vous remercie pour cet honneur que vous me faites et qui permettra de réduire encore un peu ce sentiment d'illégitimité que je porte malgré tout toujours en moi et qui me permettra du coup de pouvoir porter ma parole encore un peu plus loin et encore un peu plus fort. Je vous remercie. Merci à vous, Bouli Lamers. Avant d'honorer notre troisième héros, eh bien, on vous propose une nouvelle pause musicale. On va accueillir le quatuor Melpomène, cette fois après le deuxième mouvement, dans le troisième mouvement du quatuor en sol mineur de Grieg, toujours. Les voici.
Merci à vous quatre. On aura le plaisir de vous retrouver une dernière fois un petit peu plus tard. Dans l'immédiat, passons à notre troisième docteur honoris causa, troisième personne que l'Université de Namur a choisi d'honorer ce soir. Il s'agit du père Pedro Opeka. Et pour l'évoquer, pour vous, j'appelle sa marraine et son parrain, Géraldine Mathieu et Laurent Ravet. Géraldine Mathieu est professeure en faculté de droit dans l'unité des droits de l'enfant et Laurent Ravet est chargé de cours en faculté des sciences dans le département des sciences, philosophie et société. C'est à vous. Mesdames, Messieurs, n'y voyez là aucune allusion politique, mais vous devez savoir que Madagascar est une île rouge. Une île rouge par sa terre rouge, une île rouge plantée au milieu de l'océan Indien, au large du continent africain. Le voyageur est d'emblée frappé par cette couleur lorsqu'il a la chance de voler à basse altitude, par exemple en arrivant de l'île de la Réunion ou de Mayotte. Madagascar est rouge et immense, comme la colère du père Pedro contre la pauvreté. Cette colère, il en a fait un combat, son combat. Dans la capitale du pays, Antananarive, perchée à près de 1300 mètres d'altitude, cette pauvreté est partout. Il est impossible d'échapper aux enfants en haillons qui dorment dans la rue et mendient toute la journée comme leurs parents le faisaient déjà. 75% de la population vit avec moins de $1 par jour et 52%, soit plus d'une personne sur deux, est en situation d'extrême pauvreté. Dans cette capitale, où vivent près d'1,5 million de personnes, il y a une immense décharge d'ordures située à l'est, sur la route nationale allant vers Tamatave, un port qui est essentiel pour le pays. C'est là que tout a commencé en 1989 pour le père Pedro, ce prêtre lazariste, originaire d'Argentine, envoyé par ses supérieurs à Antananarive. Voilà ce que le père Pedro Opeka écrit, et attention, ça pique un peu. Certains souvenirs ne s'effaceront jamais. C'était en avril 1989, des hommes, des femmes, des enfants et des vieillards, tous squelettiques et le visage décharné, fouillaient, triaient et stockaient les déchets que des porcs et des chiens leur disputaient. Des êtres humains vivaient sous des enchevêtrements de morceaux de carton, de plastique et de jute, soutenus par des bâtons. Il fallait ramper pour y entrer. Ici, des petits enfants endormis couverts de mouches, là, une vieille femme portant des nourrissons. L'odeur de la putréfaction était insupportable. Il était difficile de ne pas vomir. La saleté était effroyable. Dans le recoin d'une galerie, un vieillard agonisait tandis que des enfants en sortaient hagards. Combien y sont morts, ensevelis sous des éboulements. Pour donner l'occasion à ces êtres humains d'échapper à une misère inhumaine, le père Pedro et ses amis, avec un courage et une détermination immenses, ont construit des villages autour de la décharge, sous l'égide d'une association nommée Akamasu. Akamasu, les bons amis. Dans ces villages, 3 choses sont essentielles: le travail, l'éducation et la foi. Pour ne parler que d'éducation, Akamasu scolarise aujourd'hui près de 20 000 enfants. Près de 20 000 enfants, de la crèche jusqu'à l'université. Et oui,
Oui, parce que Pedro a même réussi à créer une université. Les petits d'hier grandissent et deviennent eux-mêmes les instituteurs et les professeurs des écoles d'Akamasou. Il y a 5 écoles primaires, 4 collèges et 2 lycées. Les enfants sont vraiment au centre de ce projet. Le Père Pedro symbolise notre admiration pour une vie consacrée aux plus démunis, et en particulier aux enfants de Madagascar qui, grâce à lui, ont pu échapper à la misère, accéder à l'éducation, à la santé et à un avenir meilleur. L'impact du Père Pedro sur la vie des enfants est incommensurable. Grâce à lui, des générations d'enfants qui auraient pu grandir dans l'ignorance et la marginalisation ont non seulement appris à lire et à écrire, mais ont surtout découvert leurs propres valeurs, leur propre potentiel. Il leur a appris à rêver et il leur a donné les moyens de concrétiser ses rêves. Le titre qui lui est remis aujourd'hui est une reconnaissance de ce rôle fondamental qu'il a joué dans la vie de ses enfants. C'est un hommage à l'éducateur, au bâtisseur, mais surtout à l'homme de cœur qui a su voir en chaque enfant non pas un problème à résoudre, mais une vie à épanouir, une lumière à faire briller. Père Pedro, en vous honorant aujourd'hui, nous honorons votre vision d'un monde où chaque enfant, quelle que soit sa condition de naissance, a droit à une enfance digne, à l'éducation et à l'amour. Vous nous rappelez que l'avenir de notre monde repose sur nos enfants et que nous avons tous la responsabilité de leur offrir les moyens de réussir. Vous avez changé la vie de milliers d'enfants et à travers eux, vous avez changé le monde. Merci, Père Pedro, de nous montrer qu'un enfant sauvé est un monde sauvé, que votre œuvre continue d'inspirer et que chaque sourire d'enfant que vous avez rendu possible soit un témoignage vivant de la grandeur de votre engagement. Merci à vous. Et vous êtes déjà là, Madame la rectrice. Voici. Alors le Père Pedro n'est pas parmi nous, il est à Madagascar, mais je vais lire les attendus. Attendu que depuis que le Père Pedro Opeka a été ordonné prêtre en 1975 et envoyé sur la côte sud-est de Madagascar, il consacre sa vie à remettre debout les pauvres et les exclus de la société malgache. Attendu qu'en mai 1989, il fonde l'association Akamasou, les bons amis, et construit de ses mains et avec l'aide de ses amis un premier village pour accueillir les plus pauvres. Attendu qu'il existe aujourd'hui de nombreux villages de ce type où près de 20 000 personnes sont accueillies, essentiellement des femmes et des enfants en grande difficulté et qui permettent à ces derniers d'accéder à une scolarisation. Attendu qu'il a choisi, en s'appuyant sur le regard des enfants, de résister à l'ego, à l'indifférence, à l'injustice, au mensonge, à la peur. Attendu qu'il nous montre, par ses paroles et ses actions, ce qu'est la compassion vécue du quotidien, au quotidien. Attendu que par son combat contre la pauvreté, au nom de la fraternité, de l'espérance et des enfants du monde entier, il est un exemple pour les générations actuelles et futures, nous, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nommons et proclamons Monsieur Pedro Opeka, le Père Pedro, docteur honoris causa de l'Université de Namur. Alors, Madame la rectrice l'a dit, le Père Pedro Opeka est à Madagascar. Néanmoins, il nous a rendu visite en juin dernier. Il a rencontré la communauté universitaire et il a tenu à vous adresser un message. On le regarde. Chère Madame la rectrice, Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir été sensible à Akamasou qui œuvre pour les démunis, les sans-abri et les oubliés de tout progrès. L'association Akamasou est née de la révolte que nous avons ressentie devant une situation inhumaine où se trouvaient des milliers d'exclus, devant les rues et au bord de la décharge d'Antananarivo. À l'origine, l'association Akamasou,
qui signifie les bons amis en langue malagasy, est constitué d'un but de réinsertion sociale des sans-abri de la capitale Malagasy et de ses environs. À Kamassou, aujourd'hui, c'est 35 ans de combat contre l'extrême pauvreté pour défendre la dignité humaine. Tout cela n'a pu être fait qu'avec foi, passion, force et persévérance. La pauvreté que je côtoie à Madagascar depuis 50 ans, en permanence, dépasse l'entendement. On ne peut pas l'expliquer ou faire une conférence sur les causes de cette misère. D'autres experts l'ont déjà fait, mais sans grand retentissement. Quand nous étions nous-mêmes face au chômage, à l'extrême pauvreté, face à la drogue, à la prostitution, nous avons réagi en équipe avec les responsables de Kamassou et des différents quartiers. Nous avons compris qu'il fallait construire une ville avec les pauvres en étant au milieu d'eux. Et peu à peu, nous avons créé un oasis d'espérance et de paix. Je remercie tous ceux qui, parmi les jeunes de cette belle ville de Madagascar, qui m'ont suivi dans ce combat pour la dignité de leurs frères, des enfants, des personnes âgées, des malades, des personnes sans travail. Ils sont plus de 800 personnes, tous plus jeunes que moi. Pour donner un avenir aux jeunes du pays, il nous faut des moyens. C'est pour cela que je suis obligé de prendre mon bâton de pèlerin plusieurs fois par an pour aller récolter des fonds, demander justice pour les gens qui travaillent, qui aiment leurs enfants et qui gagnent à peine 2 € par jour, bien que travaillant durement sous le soleil et la pluie. Je suis persuadé que quand les gens savent que leur argent arrive à destination aux plus pauvres des pauvres, ils veulent aider. Et à aucun prix, ils ne veulent se dérober de ce devoir humanitaire. La responsabilité des dirigeants est importante parce que cette pauvreté n'est pas tombée du ciel. Elle a été créée de toutes pièces par ces dirigeants, sans scrupules et sans état d'âme, indifférents au sort de ces enfants, de leur propre jeunesse. Ce mal est profond dans le cœur des humains. L'être humain, sous une apparence de fraternité, d'amitié, cache au fond de lui-même une soif d'argent, d'honneur, de récompense, de privilèges. Ces motivations n'apparaissent pas dans la réalité que plus tard, quand le mal est déjà fait. Quand le peuple se sent trompé par tant de promesses et de discours suivis d'inaction, l'extrême pauvreté ne relève pas de la fatalité ou des causes inexplicables, mais de l'égoïsme profond de l'être humain, de la corruption, du mensonge, de l'exploitation, de la domination de l'autre, mon frère, par une minorité. Après plus de 50 ans de combat à Madagascar, une seule chose est claire pour moi. Ce combat pour la justice sera encore très long et chaque génération devra se l'approprier pour vraiment changer l'injustice en chemin de vérité, d'espérance et de fraternité. Chers frères et sœurs, nos frères et sœurs de Malagasy et d'Afrique sont quelquefois à bout de souffle. C'est pourquoi ils envahissent la citadelle d'Europe. À nous de réagir, de savoir recevoir avec un grand cœur de frères toutes ces personnes de bonne volonté qui respectent les pays dans lesquels ils arrivent, qui viennent en toute simplicité pour construire une vie meilleure dans la terre que Dieu a créée pour tous les humains. Ce n'est jamais facile de sortir de nos tours d'ivoire, où tout est facile et clair. Certainement que partager la vie avec des personnes d'autres civilisations, d'autres religions, d'autres coutumes, ne sera pas facile. Mais nous sommes d'abord tous humains. Avant d'être citoyens d'un pays particulier, sur terre, nous avons tous le droit de liberté, d'égalité, de bonheur. Ensemble, nous pouvons construire un monde dans lequel, dans quelques siècles, il sera totalement naturel de dire « Je suis de la planète Terre ». Vous qui m'écoutez témoigner dans cette expérience de combat quotidien, vous avez le pouvoir de le faire là où vous vivez, là où vous travaillez, dans votre lieu habituel, parce que c'est là où s'exprimera la vérité qui est en vous. Nos objectifs immédiats dans cette lutte contre la pauvreté est d'apporter une aide d'urgence aux personnes qui ont faim, qui sont sans abri et malades. Nous devons lui aussi accompagner des familles qui ont encore un lieu d'accueil et rentrer dans leur propre famille quand cela sera possible.
Nous devons également scolariser les enfants, car sans l'école, les enfants seront plus pauvres encore que leurs parents. Pour cette année scolaire qui se termine, il y a à Kamasou 19 593 inscrits dès la maternelle à l'université. Nous devons construire une centaine de logements dignes tous les ans et en même temps créer des emplois pour des gens qui cherchent à travailler, à survivre. Nous devons aussi prendre soin de notre environnement, déjà très abîmé, et déployer beaucoup d'efforts dans la réforestation. Nous devons aussi faire que tous ceux qui sont exclus, oubliés de la société, puissent avoir accès aux services fondamentaux, les plus élémentaires pour une personne humaine. L'accès à l'eau potable est primordial. De même, les sources d'énergie pour pouvoir évoluer, progresser. N'oublions jamais non plus toutes les animations culturelles pour les milliers de jeunes qui frappent à notre port. Cette pauvreté qui sévit et qui s'est installée dans des pays en plus nombreux en Afrique est due au cumul des crises économiques, politiques et sociales jamais résolues. Le développement est trop lent et la démographie galopante. La corruption, les laissés-aller et les manques de patriotisme ont aggravé cette pauvreté que nous devons tous combattre. Permettez-moi de vous confier mon expérience qui m'a permis de rentrer dans le cœur de mes frères Malagasy et me faire accepter par eux. Tout d'abord, savoir écouter et essayer de toutes ses forces de s'adapter en apprenant leur langue, leur culture, leurs coutumes, leur mentalité. Nous devons nous garder de tout assistanat. Le travail, l'éducation et la discipline permettent de sortir de la pauvreté. Cette année 2024, nous célébrons les 35 ans de travail de réinsertion sociale de la lutte contre la pauvreté. Nous avons choisi comme devise que cette fête, la devise Rusunidi, qui se traduit par en français, notre chemin continue. Je remercie l'Université de Namur de m'avoir donné cette occasion de résumer 50 ans de combats parmi mes frères malagasy, tellement fraternels et heureux de vivre. Ce combat offre espérance à des milliers d'enfants qui vivent et grandissent à Kamasou. En leur nom, je reçois l'insigne que vous me décernez. C'est à ce peuple malagasy qui m'a accueilli un frère et un ami que je veux le dédier en signe d'amitié dans un esprit de fraternité. Merci. Et on remercie évidemment le père Pedro Opeka qui a tenu à être quand même un petit peu avec nous ce soir. On arrive à présent à la 4e et dernière personnalité que l'université de Namur a choisi d'honorer ce soir. Il s'agit du journaliste burundais Bob Rugurika. Pour vous le présenter, j'appelle son parrain et sa marraine, Jean-Marie Ballan et Anne-Sophie Collard. Jean-Marie Ballan est professeur dans la faculté EMCP pour économie, management, communication et Sciences Po, et Anne-Sophie Collard est professeure en cette même faculté. Bob Rugurika est entré dans le journalisme d'investigation en 2004 au sein de la radio publique africaine. Forte d'une équipe soudée de journalistes motivés et sincères, la RPA est le plus important média d'information indépendant du Burundi. Utilisant à l'origine la radio et plus récemment les médias sociaux et Internet, la radio publique africaine, dont le slogan est « La voix des sans-voix », promeut un journalisme de proximité, un journalisme accessible à tout le monde, y compris dans les villages les plus reculés. À travers son large réseau d'informateurs et de relais dans la société civile, la RPA permet un dialogue et une information réciproque entre la société civile, les sans-voix, le gouvernement, mais également l'opposition et les groupes rebelles. Son pluralisme lui permet de demander des comptes, de souligner la responsabilité de chacun et partant de promouvoir la démocratie dans un contexte particulièrement difficile. Car si la radio publique africaine représente une forme de journalisme de combat,
Il s'agit bien de créer un lieu d'information, de débat et de dialogue entre les différentes composantes de la société burundaise. Elle contribue en ce sens à promouvoir la justice sociale. Propager la tolérance et renforcer la solidarité font également partie de ses missions, soutenant par là la cohésion au sein de la société. C'est mon tour. Alors, les débuts de Bob en 2004 dans le journalisme furent un véritable baptême du feu, parce que c'était au moment de l'arrivée d'un régime militaire au Burundi qui affichait une tolérance zéro par rapport aux voix critiques. En 2006 déjà, Bob fait l'objet de plusieurs convocations judiciaires à la suite de ses enquêtes sur l'arrestation d'anciens dignitaires du régime. En 2008, il s'intéresse, par bonheur ou par malheur, mais au trafic de minerais, au trafic d'armes à la frontière congolaise, à divers scandales de corruption dans les marchés publics ou au détournement de l'aide internationale. Il mène également une enquête sur l'assassinat d'un activiste anticorruption en 2009, commandité en haut lieu. La publication de ce dernier dossier vaut à Bob des menaces de mort qui le contraignent pour une première fois un exil temporaire en 2012. De retour au pays, il se lance dans une enquête sur le meurtre commandité également de 3 sœurs italiennes en 2014. Son refus de communiquer l'identité de ses sources lui vaut d'être mis en prison après avoir échappé à plusieurs projets d'assassinat. Il en sort un mois plus tard, suite à la forte pression de la population burundaise et de la communauté internationale, et en particulier une résolution du Parlement européen qui menaçait le régime burundais de rompre toute coopération financière. 3 mois après sa libération, le régime entre en crise, avec le 3e mandat anticonstitutionnel du président Nkurunziza. S'ensuit une période de troubles et de répression sanglante de l'opposition avec des milliers de morts. Plusieurs centaines de milliers de Burundais se réfugient à l'extérieur du pays. Les médias indépendants sont harcelés, fermés ou incendiés. Bob et sa famille partent en exil et s'installent en Belgique, à Namur. Dans le même temps, Bob, en tant que directeur de la radio publique africaine, décide, fort de son réseau de journalistes et d'informateurs sur le terrain, d'émettre à partir de l'étranger pour continuer d'informer les Burundais et la communauté internationale. Ces nombreux reportages ont d'ailleurs servi de base à diverses enquêtes de l'ONU et de la Cour pénale internationale, notamment pour crimes contre l'humanité. C'est dans ce contexte que nous avons proposé de conférer le doctorat honoris causa de l'université à Bob, symbole d'un journalisme en exil et à travers lui, à toute l'équipe de journalistes et de membres dans leur société civile qui font vivre la radio publique africaine. Il est aussi question de l'éthique du journalisme intègre, citoyen et responsable, de la vérification des sources, de leur protection, et partant d'une certaine conception de la liberté de la presse et de la démocratie que nous voulons défendre ici. Qu'elle puisse servir d'exemple aux journalistes en devenir que nous formons dans cette université. Enfin, la sincérité du combat de journaliste de Bob, son engagement sans compromission l'ont mené, lui et sa famille, à l'exil, loin du Burundi. Une partie de ce doctorat leur est donc aussi dédiée à sa femme, Nadia, et à ses 3 enfants. Bob, toutes nos félicitations. Merci à vous et voici Madame la rectrice pour la lecture des attendus et la remise des insignes. Attendu que M. Bob Rugurika, en tant que directeur de la radio publique africaine, est profondément investi de sa mission en tant que journaliste d'engagement et de proximité pour donner la voix aux sans-voix, attendu que dans le cadre de cette mission, il crée un espace unique et indispensable de dialogue permanent et d'échange d'informations entre les citoyens et les autorités, rendant ces dernières redevables de leurs actions devant la population, attendu qu'il accomplit cette mission avec sincérité et intégrité, respectant la diversité des opinions au Burundi et que son courage dans le refus de compromettre ses sources et ses collaborateurs l'ont conduit à l'exil,
attendu que son engagement pour promouvoir la justice sociale et les droits humains et pour dénoncer les entraves à la démocratie par l'information constitue un modèle pour les étudiants et étudiantes qui souhaitent, par exemple, s'investir dans une carrière de journaliste, nous, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nommons et proclamons M. Bob Rugurika, docteur honoris causa de l'Université de Namur. Excusez, je vais juste prononcer un petit discours. Merci pour votre patience. Mon père aimait me répéter cette citation, « Que la valeur de ton état d'être soit la réalité absolue en toute absolution. L'essentiel étant le pas que tu vas prendre pour être et pour en être. » Ayant fait mes études secondaires et grandi en pleine guerre civile au Burundi, qui a duré 12 ans, le système éducatif burundais était sérieusement mis à mal, sans épargner la seule université publique qui existait. En août 2000, un accord de paix et de réconciliation a été signé quand je venais de terminer mes humanités générales, suivi par un service militaire obligatoire. J'avais un grand attachement aux droits humains et c'est pour cette raison que je me suis enrôlé à la faculté de droit. Malheureusement, le système judiciaire burundais était le berceau de la corruption. Et là, je devais réfléchir pour une carrière professionnelle. Je me suis finalement orienté vers les médias. C'était dans une période où l'actuel parti au pouvoir, le CNDD-FDD, venait de gagner les élections de 2005. J'étais loin de penser que je venais de commencer une profession de journaliste à très haut risque dans un règne tyrannique. Pour éclairer la lanterne des invités, au Burundi, couvrir un événement ou faire un plaidoyer pour les droits humains sous le régime en place équivaut à affronter la mort ou, par chance, à pousser indéfiniment un rocher à ses risques et périls. Ainsi, au cours de l'année 2008, en plein aéroport international de Bujumbura, j'ai été séquestré et tabassé sérieusement par des policiers en charge de la sécurité du commandant de l'aéroport pour juste avoir fait un reportage sur un trafic et un déchargement d'armes au profit des miliciens rwandais FDLR en échange d'un trafic des minerais du sang en République démocratique du Congo. C'est ce même dossier qui coûtera la vie d'un grand activiste anticorruption, Ernest Manirumva, dont l'assassinat, après des investigations que j'ai bien fouillées, s'est avéré avoir été planifié par les services de la présidence. Par suite de sérieuses menaces de mort, je me suis retrouvé dans l'obligation de m'exiler avec mon épouse ici en Belgique. C'était en 2012. Mais sans voler trop loin dans les cimes de l'expérience, permettez-moi de dire qu'il existe des situations qui, pour les décrire, exigent souvent un don inné de la formule où des mots doivent être bien tordus et bien tressés. Pendant ce séjour en Belgique, je sentais au fond de moi ma conscience sans cesse me dire que le pays allait se précipiter dans une dérive dictatoriale sans précédent et qu'il fallait à tout prix rejoindre mes collègues à la radio, devenus incontestablement l'avocat des grandes causes. C'est ainsi que j'en ai parlé à mon épouse, qui fort heureusement l'a bien compris. En 2012, je suis reparti donc de la Belgique pour le Burundi, où j'ai investi sur beaucoup d'événements criminels, dont l'opération Safisha, qui a emporté des milliers d'opposants politiques, les exécutions extrajudiciaires, des fraudes électorales, des scandales financiers, des grosses corruptions dans les marchés publics à travers des fonctionnaires de l'État, des massacres de civils sur fond de croyances superstitieuses, expropriation des terres et biens aux populations affiliées à l'opposition, des viols à des dizaines de filles et de femmes, etc.
Une situation qui a malheureusement fini de faire de mon Burundi le premier pays le plus pauvre au monde. La couverture de ces événements par ma radio a fait que je sois l'objet de convocations incessantes à la justice. Tout a atteint son paroxysme avec les investigations sur les auteurs de l'assassinat en septembre 2014 de 3 sœurs italiennes, des enquêtes qui m'ont valu un emprisonnement ferme dans la capitale Bujumbura d'abord et à Muramvya par la suite. Ma libération, obtenue grâce à une résolution du Parlement européen, aura lieu le 19 février 2015, à la veille du début de la crise du 3e mandat du fait président Pierre Nkurunziza. En réaction à ce 3e mandat anticonstitutionnel, des manifestations pacifiques ont été organisées par la société civile et réprimées malheureusement dans le sang par le régime. C'est ainsi que nos médias ont été incendiés par les forces étatiques et nous avons été poussés à l'exil. Devant le blackout total de l'information, nous nous sommes réorganisés et avons créé des médias en exil. Le temps et le dur labeur aidant, c'est grâce à notre travail que la Cour pénale internationale s'est finalement saisie de près de 2000 dossiers et les Nations Unies ont mis sur pied une commission d'enquête internationale sur le Burundi qui, depuis 2016, a conclu que des crimes contre l'humanité sont en train d'être commis au Burundi. Présentement, le pays, sur tout point de vue, gît dans un gouffre profond, car selon le concept de la politique par l'élite au pouvoir, la vie consiste en l'accumulation sans fin des richesses pour elle, et malheureusement, l'appauvrissement continue pour tous les autres à travers la pratique d'une gouvernance de misère administrée, sans parler de l'aversion envers des investissements privés par des nationaux qui ne sont pas de leur parti politique. Sur le plan éducatif, je ne saurais pas terminer mon propos sans signaler que dans cette tyrannie où la moindre vérité fait mal, les autorités burundaises encouragent la revue à la baisse des notes pour élever le taux de réussite des élèves et étudiants à réussir, mais en réalité, c'est pour promouvoir la médiocrité afin d'asseoir une société défaillante. Aujourd'hui, des voix continuent de s'élever de partout pour un appel à la renormalisation de la société burundaise, mais sans succès. Au moment où des crises se multiplient dans notre monde et que d'autres crises déjà existantes sont vite oubliées, ce doctorat honoris causa à l'une des voies de la démocratie est un signe fort de soutien à tous ceux dont la voix est étouffée. Par ce geste, l'université de Namur encourage les autorités burundaises à plus d'ouverture, mais aussi montre à toutes les victimes des violations massives des droits de l'homme que nous ne sommes jamais seuls. Ce soir, je voudrais partager ma voix avec ma famille et mes proches ici présents, à tous mes compatriotes en exil, tous les persécutés burundais, mais aussi avec vous tous ici présents qui œuvrez pour un monde meilleur. Ainsi, je m'en voudrais donc de ne pas remercier du fond du cœur la direction de l'université de Namur, ainsi que tout son personnel qui porteront les valeurs humaines, et particulièrement à nos parrains et marraines, pour votre soutien au combat noble. Vive l'université de Namur, vive la science au service de l'humanité, je vous en remercie. Merci à vous. Merci Bob Rugurika. Alors avant de donner la parole un petit peu plus longuement à Madame la rectrice, on va avoir le plaisir d'accueillir une dernière fois le Quatuor Melpomène. Ils vont interpréter après le 2e et le 3e. Voici le 4e et dernier mouvement du Quatuor en sol mineur d'Edvard Grieg. Merci de les accueillir.
Merci à vous quatre et longue vie à votre quatuor. Alors, Madame la rectrice a lu beaucoup d'attendus ce soir, mais je pense que nous l'attendons maintenant tous dans son discours de rentrée. Merci d'accueillir Madame Annick Castio. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je tiens d'abord à vous remercier de votre présence. Merci d'être si nombreux présents à cette rentrée académique. Il me revient de clôturer cette cérémonie. Et je suis donc tout ce qui vous sépare du moment de convivialité qui nous attend. Mais j'aimerais quand même vous retenir encore quelques minutes pour vous partager ce que m'inspirent nos nouveaux docteurs honoris causa pour notre université. Nos nouveaux docteurs honoris causa, dans notre langage DHC, sont des lanceurs d'alerte, des héros, comme nous les avons appelés, qui, convaincus de l'importance du message qu'ils détiennent, n'hésitent pas à mettre leur sécurité, leur confort, leur réputation en danger pour le faire entendre. Le combat des lanceurs d'alerte, bien que popularisé récemment, n'est pas nouveau. Et cela m'a rappelé quelques mythes ou allégories antiques. Alors j'espère que mes collègues de la faculté de philo et lettres me pardonneront mes éventuelles approximations. Vous souvenez-vous de Phidippides, cet héberodrome qui, selon Hérodote, aurait parcouru plus de 250 km en 36 heures, ça a été testé par l'armée britannique, c'est faisable, pour solliciter l'aide de Sparte de la part des Athéniens en difficulté face aux Perses lors de la première guerre médique. Les Spartiates ne répondirent pas à son appel, trop pris par leurs préoccupations, leurs occupations domestiques, ce qui n'empêcha pas les Athéniens de sortir vainqueurs de la bataille. Et vous souvenez-vous de Cassandre, fille de Priam, roi de Troie, capable de prédire l'avenir. Elle tente d'avertir ses compatriotes du danger que représente le fameux cheval offert par les Grecs, mais les Troyens ne la croient pas. La suite est moins glorieuse pour les Troyens que pour les Athéniens, puisque ce cheval causera leur perte. Ou encore l'allégorie de la caverne de Platon. Celui-ci imagine qu'un des habitants s'échappe de la caverne et découvre le monde de la lumière, c'est-à-dire le monde de la connaissance. Puis, courageusement, cet évadé retourne dans la caverne pour avertir ses anciens compagnons de la beauté du monde extérieur. Platon s'interroge sur la réaction des habitants de la caverne à cette nouvelle et il imagine que le messager serait bien mal reçu, peut-être même tué par ses anciens compagnons, incapables de le comprendre, trop effrayés par une vérité qui les dépasse. Ces mythes antiques mettent en évidence les multiples difficultés qu'affrontent les messagers. Difficultés de la découverte, comme l'habitant de la caverne qui découvre le monde extérieur dans la souffrance, ses yeux étant éblouis par la lumière, son cerveau ayant du mal à comprendre cette nouvelle réalité. Difficulté de porter le message, comme l'hémérodrome qui souffre physiquement pour solliciter l'aide de Sparte. Difficulté de se faire entendre, comme Cassandre que l'on ne croit jamais. Difficulté de ne pas être entendu, à cause de l'indifférence, de l'ignorance et de la peur. En tant qu'université, notre rôle est de lutter contre les causes de cette surdité qui est encore trop souvent la nôtre face aux mauvaises nouvelles, face aux situations inconfortables. La recherche scientifique, grâce à ses méthodes rigoureuses et à son sens critique, est une force pour mettre au jour des faits incontestables qu'il est nécessaire d'oser regarder dans leur brutalité parfois. La brutalité des faits du changement climatique, la brutalité des faits de la migration, la brutalité des faits de la pauvreté. Nous avons les outils pour lutter contre l'ignorance. Encore faut-il dépasser la peur et l'indifférence. En 1976, l'Université de Namur fondait la FUCID, Forum universitaire pour la coopération internationale au développement. Depuis, la FUCID a évolué dans ses missions, passant de la coopération internationale à l'éducation permanente, pour nous accompagner, nous et les étudiants, dans la formation d'acteurs responsables et engagés. Depuis plusieurs années, nous avons aussi mis en place des pédagogies actives qui permettent aux étudiantes et étudiants de mettre en œuvre les connaissances et compétences que nous leur transmettons dans la réalité parfois difficile du monde qui nous entoure, comme avec le service learning. Nous soutenons aussi les activités pluridisciplinaires qui contribuent à la compréhension de l'autre. Je pense au lancement cette année des journées d'éducation au développement durable et à la transition, 3 journées pour tous les étudiants de 3e bachelier, ensemble, en dialogue entre eux et avec des acteurs extérieurs. Ou encore à l'hackathon, organisé depuis plusieurs années par les étudiants de la faculté d'informatique, avec le soutien de leurs professeurs. La thématique de cette année,
le handicap et en 2025, la culture, en fait parfaitement adéquat, précieux dans le cadre de dossier de Namur comme capitale européenne de la culture. Ou encore le troisième fil rouge de la faculté de droit, cette fois sur la thématique de l'inclusion. Les futurs projets sont aussi nombreux, comme ce master en sciences du développement durable en faculté des sciences interdisciplinaire que nous avons proposé comme nouvelle habilitation. Autant d'initiatives qui nous permettent à toutes et tous, enseignants, étudiants, de dépasser nos peurs et notre indifférence, de construire de nouvelles connaissances pour être au service des grands défis de la société. En faisons-nous cependant assez ? Depuis quelque temps, les universitaires ont été incités à sortir de leur position parfois en retrait de chercheuses et chercheurs habitués à aller au bout de l'investigation avant de faire quelque déclaration que ce soit. Ceci a tout particulièrement été le cas durant la crise sanitaire, où nombre de nos collègues sont sortis de leurs réserves pour informer, convaincre, aider à dépasser la crise. La plupart d'entre eux ont su conserver une position ancrée dans leurs compétences scientifiques, mais ce n'est pas toujours facile quand vous avez face à vous un journaliste qui veut absolument une réponse. Je me rappelle une interview tout au début de mon mandat où l'on m'a demandé mon avis sur le voile et l'islam politique. Je me rappelle m'en être sortie avec une ou deux pirouettes, mais avec un énorme malaise et le sentiment d'avoir été piégée, contrainte à donner une opinion, mon opinion, sur une matière que je ne maîtrisais pas. L'an dernier, le monde universitaire a été secoué par des manifestations étudiantes concernant le conflit au Moyen-Orient. L'université est évidemment le lieu de l'expression libre des opinions, de l'indignation. Face aux atrocités vécues par les populations soumises au conflit, on ne peut pas être indifférent. Mais la manière dont ces manifestations se sont tenues dans certaines universités, en Belgique, en France, aux États-Unis, pose problème. Nulle question de dialogue, de débat contradictoire, d'échanges favorisant l'émergence de la connaissance. Les manifestants, pour certains d'entre eux du moins, ont adopté un positionnement dogmatique, sans aucune intention d'entendre la réalité de nos universités ou de laisser place au débat. Ils ont même remis en question la liberté de chercher, de collaborer avec d'autres chercheurs dans certains pays, de contribuer au développement de la connaissance, justement là où cela s'avère le plus nécessaire. Ils ont accusé violemment les autorités universitaires de certaines de nos universités de complicité avec l'État israélien, de génocide. À l'UNAMUR, nous avons été peu soumis à cette violence, tout en étant solidaires des autres universités qui vivaient ces instants compliqués. Le CREF, le Conseil des rectrices et recteurs francophones, a affirmé dans ce contexte, comme dans beaucoup d'autres, son union et sa solidarité. Quelques manifestations ont eu lieu sur le campus, tout à fait légitimes, organisées avec notre soutien, dans le respect de toutes les parties. Certains diront que c'est parce que les étudiants de l'UNAMUR sont gentils. Et quand ils disent gentils, ce n'est pas forcément une qualité. C'est vrai, nos étudiantes et étudiants sont respectueux. Mais ce n'est pas que cela. Nous avons la chance de pouvoir compter, grâce à notre taille modeste, sur des relations de proximité avec toutes les associations étudiantes, que nous avons d'ailleurs décidé depuis 2 ans de reconnaître dans leur grande diversité, y compris les associations politiques, permettant ainsi d'établir avec elles un dialogue structurel. Ceci favorise l'échange et la construction à l'interface entre différentes tendances et perceptions. C'est aussi le rôle de l'université, être un lieu de liberté d'opinion, favorisant la conversation au bénéfice de la construction de la vérité. Dénoncer les injustices, c'est important, mais comment transformer le message en action ? Nos 4 docteurs honoris causa ne se contentent pas de lancer des alertes, des messages, de partager une vision du monde. Ils s'impliquent aussi dans la construction du monde de demain. Ils aident à progresser vers plus de justice sociale et environnementale. Qu'en est-il de nos universités ? Qu'en est-il de notre université ? En 1973, déjà, Pedro Arrupe, nous sommes dans un auditoire qui porte son nom, interpellait les institutions d'enseignement jésuites concernant leur capacité à éduquer à la justice. Particulièrement sensible au sort des marginalisés de notre monde, notamment des réfugiés que nous tentons d'accueillir au mieux comme université hospitalière, il faisait le constat d'une carence en la matière et demandait de, je cite, « garantir que dans le futur, l'éducation dispensée dans les institutions jésuites soit égale aux demandes de justice dans le monde. » En tant que rectrice de l'Université de Namur, je me sens, 51 ans plus tard, toujours concernée par la nécessité de progresser dans cette direction. Dans le contexte que nous connaissons, prendre en compte les enjeux de justice sociale n'a jamais été aussi important.
Le changement climatique affecte tout d'abord les personnes précarisées, tant près de chez nous comme lors des inondations de juillet 2021 qu'à l'échelle mondiale. Les conflits qui ont éclaté depuis 2 ans aux frontières de l'Europe, que ce soit en Ukraine ou au Moyen-Orient, fragilisent la situation de paix dans laquelle nous avions le privilège de nous épanouir depuis presque 80 ans, mais surtout mettent en péril la vie et la liberté des populations concernées. La démocratie est en péril à nos frontières, alors que les extrémismes de tous ordres se développent sans complexe, dans une confusion sans précédent entre rumeurs et faits, entre émotions et réflexions, entre convictions et raison. Dans ce contexte, le rôle de l'université comme institution de création et de diffusion de connaissances, passé à la loupe de la pensée critique, apparaît plus que jamais comme essentiel. Mais nous devons aller plus loin. L'université a créé récemment une nouvelle faculté en sciences de l'éducation. Cette faculté doit contribuer à la formation initiale des enseignants et par là même à l'amélioration de la qualité de formation dans l'enseignement obligatoire dont on sait qu'elle est inconstante. La faculté de médecine lance aussi cette année son programme de spécialisation en médecine générale. Cette formation s'insère dans une vision globale de la santé de première ligne, incluant médecins, infirmiers et infirmières que nous formons avec l'UC Louvain, l'ENALUX, la HEPN et la LA, pharmaciens, psychologues, assistants sociaux. Notre vision de la justice sociale se décline dans chacune des disciplines à l'UNAMUR. C'est une thématique historique et reconnue en faculté EMCP, le nouveau nom de la fac éco, ou en faculté de droit. Cette dimension doit requérir notre attention tout particulièrement dans cette période de tension budgétaire et sociale en matière d'éducation et de santé. 2 enjeux de notre mode de société, 2 enjeux de notre démocratie. Nous souhaitons contribuer par nos recherches, par nos enseignements, à une société plus juste où chacun peut avoir accès à un enseignement de qualité, où chacun peut réclamer son droit à la santé. Les discussions avec les ministres en charge sont programmées et nous souhaitons contribuer activement à ces enjeux. Des 2 disciplines, c'est avec notre partenaire l'UC Louvain que nous les construisons, parce que plus encore qu'ailleurs, il faut conjuguer les efforts, éviter la concurrence pour espérer atteindre les objectifs. Je voudrais conclure en parlant d'un autre partenaire, l'Université Saint-Joseph à Beyrouth. Certains d'entre vous le savent, Michel Scheuer, ancien recteur de l'Université de Namur, est à l'USJ depuis plusieurs années. Il est actuellement conseiller en termes d'éthique et de bioéthique. Je connais aussi bien le recteur Salim Dakash, que j'avais d'ailleurs invité à participer à un débat sur la situation dans la région, avant que celle-ci ne se détériore davantage au détriment du Liban voisin. J'espère que ce projet pourra se faire, même si les liaisons sont actuellement difficiles. J'affirme solennellement ici notre volonté, comme nous l'avons fait dans le passé, d'apporter tout notre soutien à l'USJ, à ses professeurs, à ses étudiants. L'USJ est aussi un pilier de Beyrouth, un pilier de l'éducation supérieure à destination de tous les étudiants, un pilier de la santé avec son hôpital universitaire, mais aussi un pilier de la démocratie. Soutenir les institutions universitaires est essentiel pour conserver une porte ouverte vers l'espoir, vers la lumière de la connaissance, un peu comme dans l'allégorie de la caverne. Et les ténèbres sont bien profondes en ce moment au Liban, pays cher à notre cœur, ainsi qu'à celui de notre docteur honoris causa Zeina Abirached. Cher docteur honoris causa, merci encore d'être qui vous êtes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Merci de nous avoir laissé vous mettre sur le chandelier de l'Université de Namur et à travers vous tous ceux et toutes celles dont vous portez la voix au travers de votre œuvre artistique, journalistique ou apostolique. Nous sommes fiers de vous compter désormais comme membres de notre communauté et enthousiastes de nous laisser inspirer par vous. Pour clôturer, je voudrais remercier sincèrement les parrains, marraines, les docteurs honoris causa bien sûr, les équipes qui ont permis que ce beau moment soit possible, les traducteurs en langue des signes et les 4 merveilleux musiciens de l'IMEP. Et sous ces auspices, il est temps pour moi de déclarer l'année académique 2024-2025 ouverte et de vous inviter à partager le verre de l'amitié.